y avait la gravure à terminer. Ça, c'est le propriétaire, mon beau-père. Voilà. Mon mari va venir. On était Charlotte, non? D'accord. On dit que vous vous connaissez. Eh ben, on est venu l'année dernière avec ma sœur. C'était la première fois qu'on venait. Et je nous aviez vraiment prévenu et tout expliqué. Non, ben, vient d'Ardèche. Oui. C'est à côté. Bah non, mais bon, quand c'est un événement comme ça, on a envie d'être là. Quoi. Ben voilà, Allez, bonjour, enchantée, de la famille de Christian, les filles. Bonjour. Voilà. C'est une zone d'ombre, l'humidité, puis il faut la voir, elle est on a mis dans le lac dans la maison. C'est comme là qu'ils ont percuté. Ah oui, et c'est vraiment là que... Il faut que vous sachiez dans mon discours, cet équipage, c'était un équipage trié sur le volet, sur deux bases, la compétence et l'expérience. C'était le meilleur équipage du GAO. Donc le commandant, c'était Nigui Lauda, Schumacher dans le pilotage. Le lieutenant Naudet, c'est une très grande famille de généraux. Bonjour monsieur, Patrick Haussmann. Je suis le père de Pierre Zimmer. Ah, enchanté. Ben, écoutez, heureusement qu'on vous a. Hein. Alors, Naudet, fils de général, un frère général, qui était commandé la base Istres, en plus, c'est pas loin de chez vous. Et il était cavalier, il n'était pas aviateur. C'est un Syrien. Donc moi je suis dragon, il était dragon aussi. Il était observateur. C'est un type qui était le meilleur observateur. C'est-à-dire l'avion, quand il faisait ses missions, il devait descendre très bas. Et comme il était lourd, ça posait des problèmes de stabilité. Et le gars était couché dans le bulbe et prenait des photos. Et la plupart des photos étaient ratées par ses collègues. Et ce jour-là, la mission a été soigneusement préparée par l'état-major, la veille. Et donc ce jour-là, pour vous expliquer, on a pris le meilleur observateur, agent de renseignement. Pour pouvoir prendre la meilleure photo, la bonne photo. Et dans le temps, sur 73 photos qu'il prenait, il y avait 2 de ratés. Alors la mission, c'est une mission suicide. Ils savaient qu'ils avaient 9 chances sur 10 de ne pas y rentrer. Vous savez que le 26 mai 40, la situation de la France commençait à devenir vraiment dangereuse. Pourquoi? Parce que les Allemands avaient atteint presque Dunkerque, la contre-offensive de Gaulle avait échoué, et ici, la 5e armée croyait à un débordement vers Strasbourg ou vers Wissembourg, voilà. Donc ils ont fait une mission suicide. Et Leclerc a laissé ses hommes en repos, il a pris des gars volontaires, mais compétents. Voilà. Pour prendre ces clichés-là. Bon. Ben, ils étaient couchés, Non, mais je veux dire, ils étaient pratiquement en déséquilibre. Hein. mais qu'est-ce qu'ils recherchaient en fait? Ben, les positions allemandes, les mouvements des positions allemandes. Comme aujourd'hui, hein, que ce soit le Tchad, la Libye, le Mali, la photographie aérienne, c'est quand même la pièce maîtresse d'une stratégie. Donc, nous honorons aujourd'hui 3 héros. Moi cette pierre-là, je voulais la mettre pour ces 3 gars. Parce que pour moi, c'est des... À l'été de mitrailleur, derrière, c'était le plus exposé. Il défendait l'avion. Mais à mon avis, il était déjà mort avant d'atteindre ici. Parce que quand il a atterri à Steinbourg, pourquoi on l'a fait atterrir à Steinbourg? Parce que les mitrailleuses ne répondaient plus. Voilà, oui, on s'est dit, il y a un problème. Et Leclerc devait être blessé. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont actionné la double commande. C'est Naudet qui pilotait. Qui était Naudet, c'est le lieutenant observateur. Mais c'était un cavalier, c'était pas un aviateur. Oui, c'est pas ça. Par contre, moi, j'ai pas de photo de votre. Eh ben oui, on a été... C'est pas grave. Hein. Alors, vous pourrez dire quelques mots. Hein. Moi non, peut-être pas moi. Oui, quelqu'un de la famille. Il y a la famille Naudet qui va dire quelques mots. Alors, le maire va faire la bienvenue. Ensuite, va parler Monsieur Halter. C'est un professeur et patron de l'association de la l'Imagine. Il va évoquer l'héroïsme des combats dans le 40. Parce que le sujet tabou dans l'histoire de France, on dit toujours en 40 c'est pas battu. Il ne faut pas oublier qu'en 40 on a eu 100 000 morts. En 6 semaines, l'équivalent des 6 premiers mois de la guerre de 14. Et au vu, oui, 100 000 morts. Et l'aviation française a quand même eu la chasse
au moins 900 victoires. Donc l'aviation n'a pas failli à ses obligations. Voilà. Donc il faut être fier de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Alors cette pierre est en granit de Suède, hein. C'est un granit extrêmement cher. Oui, des Schnitt, oui. Oui, ils ont dit qu'il est venu de là-bas, l'avion, il a fait le tour. C'est un avion qui volait à une vitesse de 400 km à l'heure. C'est ça qui a été dit. Hein. Mais de Steinbourg, il est reparti vers Hochfelde, de Hochfelde, Schaffhausen, Dunsenheim, donc moi les témoins que j'ai eu, une vieille dame, c'était Madame Siller, elle était Blömegoch, de Hochfelde. Je l'ai encore connue, elle avait 13 ans. Elle me souvient de cet avion. Elle a eu peur, elle s'est couchée par terre, tellement ça donnait. Hein. Parce qu'il y avait sa sœur, monsieur. C'est pas n'importe quel équipage. C'est un équipage d'élite. C'était les meilleurs. C'était pas des. Ils ont été triés sur le volet. Et la mission, c'était une mission suicide. Et après, ça a mis dans l'embarras, monsieur. Ils ont dit aujourd'hui que c'était un avion de poste. Un prothèse, oui. Aussi. Il y avait quand même. Ça, c'était l'avion. Et Christian Lissitri était là, le lieutenant d'eau était là, et le pilote, il était là. 2 moteurs en étoile, 14 cylindres, 700 chevaux chacun. Hypothèse, donc, a été repris par Marcel Das. C'est un avion moderne pour l'époque. Hein. On en a construit 900. Tu vois, il y a pas le. Et derrière, il avait 2 Mach 34, hein, des mitrailleuses de 7,5, et il devait protéger l'avion. Alors ils sont partis, il y avait 2 missions en une. 2 missions en une. Et donc il était au-delà de Strasbourg et après il est monté dans le nord vers la Maginot. Et la mission était terminée à 10h30. Et là ils se sont fait surprendre au retour de mission. Et dans les 2 camps. De partout. Et ce qui explique que les 2 avions n'étaient peut-être pas, n'avaient certainement pas épuisé leur munition, mais ils se sont dit, il faut lui laisser une chance. Les 3 et les derniers a dit, moi j'y vais. Parce que les pompiers, ça vous devez... On m'a dit qu'il y avait le docteur Yale qui était là avec sa traction. Et heureusement qu'il était sorti de sa voiture parce que sinon ils auraient criblé de balles. Ils ont tiré sur les pompiers chez vous. Oui, c'est ce que vous expliquez. Ils ont tiré sur les secouristes. Ils ont tiré sur le restaurant. Tout est possible dans les banlieues. Dans les banlieues, tout est possible. L'avion était tombé ici. Ça a tiré sur les secouristes dans le village. On a le temps du mérite alors. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. L'agent-chef Jules Loisance, un ami. Et c'était l'ami du colonel Botella, les Arpettes. Tout à fait. On est issus de la même école. Pour les pilotes. Ah, vous êtes venu de l'Ardèche Oui, c'est seulement. Et l'Isère. de l'Isère. Ah d'accord. De quel point de vue Ardèche et Isère, Grenoble. Moi j'avais de la famille à Murianet. Le frère À côté de chez moi. Oui, Murianet. Voilà, c'est M. Cosman qui m'avait parlé de Murianet. Murianet. Je ne pas me rappeler. Monsieur Georges Massiot. C'est le nom que je cherchais l'autre jour. Monsieur Georges Massiot de Murianet. Massiot. Massiot. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont morts. C'était quelqu'un qui, un brave homme. Ah oui. L'hospitalité là en bas, c'est quelque chose. Mais c'est les traditions montagnardes. Hein. Voilà. J'ai fait mon service militaire dans les parents. Dans quel régiment? À Pau. À Beaumap. À l'école des troupes aéroportées. À l'étape. François. Oui, c'est ma sœur qui est sur l'Ardèche. Voilà, François Zessinger, secrétaire régional des anciens de l'université. Ah oui, l'Ardèche, ben, on est passé. Moi, je suis passé l'année dernière. Bonjour. Bruno Audra, enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Je suis la Fille de Jacques. Et Christian, que vous connaissez, vous avez eu de nombreuses fois au téléphone. Donc voilà la Moi je représente la SOR de Saverne et les anciens marins de Saverne. Voilà. Il est temps, je trouve grand temps qu'on fasse
Salut Patrick, ça va? D'ailleurs, ils en reparlent encore en ce moment, on en met des sous. Bonjour monsieur. J'ai épousé la fille de Jacques Naudet. Donc, qui était fille unique de Jacques, parce qu'il était marié depuis un an. Et il a très peu connu sa fille, puisque sa fille est née le 12 mai. Il a eu une permission pour voir sa fille à la clinique. Et le 26, donc 15 jours après, il est décédé. Donc ma femme n'a absolument pas connu. Aucun, non, mais ça c'est sûr. Hein, Pas connu son fils. Mais enfin, j'ai bien connu Jacques Naudet par l'écriture, parce que son père, qui était le général Henri Naudet, a fait un petit opuscule à destination d'Édith, de façon à ce qu'Édith puisse un peu connaître l'origine de son père, ce qu'il a fait, quels étaient ses faits d'armes, etc., etc. Et surtout la façon dont il était décédé, puisque dans le petit opuscule, il y a une relation du combat aérien du 26 mai, un peu tout ça. Mais je dirais que heureusement qu'il y a des gens comme Patrick pour faire le devoir de mémoire. Sinon, l'État français est un peu pingre avec. Non mais c'est vrai. Les finances sont publiques. Oui, mais. Nous avons fait connaissance. Bon Patrick, ça se passe où là? Voilà la pierre. Il faut me la protéger, mon capitaine. Il faut tout bien protéger. Moi je vis aussi, enfin j'ai aussi hérité du disque. Maison Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous saluer tous ce matin au nom du conseil municipal de Guimbret. Soyez les bienvenus. Je crois que vous nous avez ramené le soleil. C'est déjà une bonne chose. Vous saluez tous ce matin à Guimbret pour ce dévoilement de cette stèle en mémoire des 3 personnes abattues au combat le 26 mai 1940. Le commandant Leclerc, le lieutenant Naudet, observateur, le sergent Licitry, mitrailleur, mort pour la France. J'aimerais saluer le colonel de la Pretoche de l'état-major de l'armée de terre. J'aimerais saluer ce matin le colonel Schweikart de l'armée de l'air. J'aimerais saluer l'adjudant-chef Loisance de l'ARPE. J'aimerais saluer le major Barbier représentant les sous-officiers de l'armée de terre, armée de l'air, le capitaine de gendarmerie qui est toujours présent, M. Haute. J'aimerais aussi saluer une personne qui est à l'initiative de ce projet, qui est Patrick Kautzmann, représentant des ailes brisées, qui a été souvent secondé par Pierre Zimmer, et saluer cette famille, M. Ernest Stutzmann qui est là ce matin. Et je crois qu'on est tous très très contents puisqu'il a vécu tout ça, ce dramatique accident. On aurait souhaité accueillir ces 3 personnes comme on a l'habitude à Guimbret de les accueillir. Malheureusement, ils sont morts à Guimbret. J'aimerais aussi saluer la presse, la famille Licitry des Ardèches, de l'Ardèche qui est venue aujourd'hui exprès pour cette cérémonie. J'aimerais saluer Marc Alter, président de la Ligue Maginot, M. Michelus, directeur de l'ONAC du Bas-Rhin,
les pompiers de Guimbret qui sont présents, les conseillers de Guimbret, et bien sûr, pas oublier les citoyens de Guimbret, et il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui, qui ont vécu ça lorsqu'ils étaient jeunes. Les porte-drapeaux, et remercier tous ces gens, toutes ces personnes qui ont contribué au financement de cette stèle. En quelques mots, j'aimerais vous présenter le village, puisque beaucoup de gens qui sont aujourd'hui ici à Guimbret ne connaissent pas notre village. C'est un petit village qui a 430 habitants, qui s'est associé en 72 avec Berstedt, Rümersheim, Reitwiller. La richesse de nos 4 villages, c'est nos citoyens, mais c'est aussi la terre. Dans chaque village, il y a une production différente. À Guimbret, on a cette chance qu'on est entouré par des coteaux viticoles. À Reitwiller, on a plutôt des légumes, la production des fruits et légumes. À Berstedt, des asperges, et à Rümersheim, ils avaient du houblon. Grâce à ces communes associées, on a pu réaliser beaucoup de projets. Vous avez vu, vous êtes dans une rue qui a été rénovée il y a 2 ans. On est en train de refaire les 3 rues. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez sûrement pensé qu'il y avait la guerre à Guimbret, puisque les rues sont en mauvais état. Mais il faut passer par là pour refaire le village. Je pense qu'il faut qu'on attende Noël pour que la traversée soit terminée. Je ne voudrais pas être plus long, parce qu'on a encore beaucoup d'orateurs, et vous remercier tous d'être là ce matin. Et excusez-moi pour les gens que j'ai peut-être omis ou oublié de saluer. Je cède maintenant la parole à M. Marc Alter, qui va nous expliquer ce que fut cette terrible période de mai-juin 1940, qu'on a tendance à oublier dans le domaine historique. Effectivement, l'armée française n'a pas démérité dans les 6 semaines de combats acharnés, laissant beaucoup de sacrifices sur la terre de France. Je salue tout le monde. C'est un moment vraiment très émouvant que de parler de cette période de 1940. Très émouvant parce que malheureusement, c'est une période qu'on a un petit peu oubliée. Et ce qui est dramatique dans cette période, c'est qu'il y a eu 100 000 tués et que ces 100 000 tués ont été complètement oubliés. On a fait un petit peu le procès de l'armée, de la politique, de tout ce que l'on veut après la guerre, en oubliant ce qui s'était passé en 1939-1940. Alors ces 3 aviateurs, si on peut dire, puisqu'il y avait quelqu'un de l'armée de l'air, il y avait aussi quelqu'un de l'armée de terre, ils étaient réunis. Le rapport avec la ligne Maginot, eh c'est qu'ils étaient en mission au-dessus de la ligne Maginot dans le nord de l'Alsace, et c'est en revenant qu'ils se sont fait poursuivre par des chasseurs allemands, et ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'en sortir, bien qu'en départ de mission, ils savaient qu'ils étaient sacrifiés d'avance. Ces 100 000 morts, j'en parle avec tristesse parce que les films que l'on voit à la télévision, etc., on a tendance à passer cette période sous le signe de l'humour, etc. 100 000 morts, c'est quand même un tué toutes les 30 secondes, jour et nuit, pendant 6 semaines. Il y a aussi eu 240 000 blessés. L'armée de l'air française ou la DCA ont abattu 900 avions allemands, on l'a complètement oublié. Il y a eu 1300 chars allemands qui ont été détruits en France, donc ce n'était pas un parcours amusant, ce n'était pas de la promenade. Et le problème qu'il y a, parce qu'en France, on est dans un pays où la mauvaise foi est relativement professionnelle, on a cherché des excuses après la guerre, on a trouvé un bouc émissaire, c'était la ligne Maginot. Elle n'avait servi à rien. Ce qui est étonnant, c'est que les Allemands ne le disent pas, les Américains non plus, les Chinois non plus. Lorsqu'on les voit en visite au fort, c'est une parole typiquement française. Elle a fonctionné comme on voulait que ça fonctionne. L'armée de l'air était présente aussi, au même titre que la ligne Maginot, que l'armée tout court, ou que la marine. Et c'est vraiment rendre hommage à ces tués, c'est vraiment faire amende honorable par rapport à cette période. Je ne vais pas être trop long parce que maintenant la vérité commence à surgir par-delà la propagande ou la manipulation. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais je dirais que dans la région, concernant la ligne Maginot en particulier, on a transformé une défaite
une victoire, sur ordre, on l'a transformée en défaite. C'est quand même lamentable, parce que les 25 000 hommes qui ont été faits prisonniers dans les ouvrages de la ligne Maginot sont partis pendant 5 ans en captivité, et nulle part il y a un mot pour eux. Alors l'Alsace est particulière parce que ce problème se retrouve aussi à propos des malgré nous. Les malgré nous, c'est un problème que l'on connaît particulièrement en Alsace, mais dans d'autres régions, ça laisse les gens un petit peu indifférents. Donc c'est un petit peu le même combat, et c'est la raison pour laquelle je suis très très fier d'être ici et de remercier Patrick Haussmann pour tout ce qu'il a fait, ainsi que la municipalité et toutes les personnes qui sont présentes ici, parce que les notions de patriotisme et d'honneur en France, ça fait plaisir à voir. Il y a encore des gens pour qui ça a de l'importance. Merci. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette terrible journée du 26 mai 1940. Tout d'abord, quelques rappels. L'histoire que j'ai l'honneur de vous transmettre est le fruit d'un travail de plusieurs années effectué en commun avec mon ami Roland Muller, ici présent, de Souffenheim, avec qui nous avions déjà créé le monument du bombardier britannique de Horfeld, ma ville d'origine, que vous pouvez apercevoir sous le pont du canal de la Marne au Rhin. Le résultat de nos investigations repose sur des documents des archives de la famille Naudet, notamment Christian Naudet, mais aussi sur le très beau livre de Marie-Paul Martin, « Ils étaient là », le plus bel ouvrage de l'armée de l'air de 39-40, malheureusement qu'on ne trouve plus. Mais aussi pour le témoignage du colonel Rex, un ancien lieutenant du groupe aérien d'observation 512. Pour la réalisation de cette stèle, je souhaiterais remercier vivement les établissements Marx et Fils de Brumath. Franck Marx est parmi nous, c'est le réalisateur de la stèle, qui m'ont permis, grâce au don de cette pierre, de réaliser mon projet. Mais surtout, l'association des Ailes Brisées, dont j'ai l'honneur depuis 2004 d'être le membre et aujourd'hui de les représenter. Je n'oublierai pas non plus M. Eric Jansson, photographe et historien de la base 900 de Drachenbrunn, retenu comme beaucoup d'aviateurs pour un exercice militaire international et qui, en tant que président des ailes historiques du Rhin, ne peut être des nôtres. Ce projet, je tenais à le réaliser, car l'histoire que je vais vous conter est celle d'hommes plus que courageux qui, aux pires heures de notre histoire de 1940, au mépris du danger, offrirent leur vie pour le salut de la patrie. Votre présence ici, auprès des membres des familles de ces héros, les familles Lissitry et Naudet, fera de vous les témoins d'une histoire malheureusement oubliée. Le samedi 25 mai 1940, il avait été décidé qu'une double mission devait être absolument réalisée le lendemain par le meilleur équipage du groupe aérien d'observation 512. Il s'agissait d'une exploration dans la région de Strasbourg et l'autre mission au nord de Bitsch jusqu'à Wissembourg. C'est donc le dimanche 26 mai 1940, il y a presque exactement 73 années, à 9h25, que décolle de l'aérodrome de Niderney le Potez 6311, immatriculé numéro 780. À son bord, 3 hommes, le commandant Jean Leclerc, pilote extrêmement expérimenté. C'est lui le patron du fameux groupe aérien d'observation 512. Réputé pour sa compétence pour les missions périlleuses, le commandant Leclerc, qui commande le groupe, est une véritable légende. Connaissant la difficulté de cette mission, il laisse ses hommes au repos et demande 2 autres volontaires. Il souhaite réunir 2 missions en une seule. Il doit donner un maximum de renseignements à l'état-major de la 5e armée du général Bourret et surtout le 12e corps d'armée du général Hubert, directement exposé à Rohr-Barlewitsch. C'est ainsi que le sergent Christian Lissitry sera dans la partie au poste le plus exposé, celui de mitrailleur de tourelle arrière, mais aussi le lieutenant Jacques Naudet comme officier observateur. Ce dernier n'est pas un aviateur, c'est un cavalier. Comme votre serviteur, c'est également un dragon. Il aura servi, après Saint-Cyr, promotion Gallieni 1927, au 8e régiment de dragons de Lunéville, puis après le 20e régiment de dragons.
C'est un très grand sportif, c'est un champion en équitation. Bref, un vrai cavalier. Mais c'est aussi un spécialiste de l'observation aérienne. Son père n'est autre que le célèbre général Henri Naudet, qui est fier de ses 9 enfants, dont l'un deviendra général de l'armée de l'air et autres colonels. Jacques Naudet est âgé de 33 ans et il sait que cette mission est dangereuse. C'est le meilleur observateur disponible. Un jour, lors d'une mission sur le Rhin, à basse altitude, à la merci de la flaque allemande, il réussissait à prendre, ce qui est un exploit de l'époque, 73 clichés photographiques, dont 71 étaient jugés recevables. Le Potez 6311, c'est un avion bimoteur de 16 mètres d'envergure, doté de 2 moteurs Gnome de 14 cylindres en étoile, déployant chacun 700 chevaux. Il est spécialement conçu pour l'observation, le renseignement et la reconnaissance aérienne. Il est armé de 3 mitrailleuses Mach 34 de 7,5 mm. Malheureusement pour les coéquipiers du commandant Leclerc, à qui on avait demandé d'éviter tout engagement armé, les choses se gâtent très vite entre Strasbourg et Saverne. L'avion, à 10h30, à plus de 1500 mètres d'altitude, se retrouve face à 4 Messerschmitt 109 qui sont beaucoup plus rapides et qui lui laisseront aucune chance. Mais Leclerc est un virtuose de l'acrobatie aérienne. L'avion se retrouve et sur ces Messerschmitt qui fondent sur lui, il essaye donc de se dégager tout en combattant. Il essaye d'épuiser les munitions de ses adversaires en chicanant. À 10h40, en arrivant près de Steinbourg, il sent que son mitrailleur de dos, le sergent Lissitry, ne répond plus. Lui-même est blessé. Lissitry doit être touché. Leclerc essaye de poser son avion sur le petit aérodrome de Steinbourg. Mais voyant que le dernier chasseur allemand ne le lâche plus, il renonce à cette manœuvre et rentre de nouveau son train d'atterrissage et repartir pour de nouvelles prouesses aériennes. Au sol, le capitaine de Sauveboeuf est un témoin privilégié. L'équipage doit être touché, dit-il plus tard. L'avion reprend de l'altitude, mais beaucoup plus mollement. Il y aura d'autres témoins. Une femme de Horfelden que j'ai eu l'honneur de côtoyer, Madame Ziller Alice, malheureusement disparue, ou encore un certain Ernest Dorler, futur résistant et futur combattant de la brigade Alsace-Lorraine et de la 9e division d'infanterie coloniale, dont sa fille Corinne est parmi nous. En effet, âgé de 17 ans en 1940, excellent cycliste, passionné d'aviation, ce fils de l'ancien instituteur de Dunsenheim, à 2 lieues d'ici, verra à plusieurs reprises le combat aérien autour du clocher du village de Dunsenheim. Il confirmera la veloute noire d'une défaillance d'un moteur. Le Potez est touché. Le dernier Messerschmitt 109 ne le lâchera pas. Ernest enfourche son vélo et suit l'avion en détresse. Il arrive au-dessus de Gimbret. Le combat a déjà duré 15 minutes. C'est à Gimbret, en essayant désespérément une dernière fois de gravir la colline, qu'à bout de force, l'avion Potez du commandant Leclerc s'encastrera dans la ferme familiale et finira sa course désespérée au-dessus de l'étable. La toiture de la ferme de M. Ernest Stutzmann est en feu, ainsi que l'étable. Le commandant J, pendu au-dessus du pignon de l'étable. Un des Gnome Ron des moteurs a traversé le plafond de l'étable. Les pompiers de Middelhausen arrivent en toute hâte. Parmi eux, M. Bruckmann Jean-Jacques. Le docteur Yale est là aussi. Mais le Messerschmitt 109 n'a pas fini. Il lâche ses rafales des coups de mitrailleuse sur les secouristes. Les pompiers sont pris pour des cibles. La voiture du docteur Yale est percée de part en part par les portières. S'il était à bord de son véhicule, il n'aurait pas survécu. Les ambulanciers militaires de Haguenau décrochent ultérieurement, après la fin de l'incendie, les corps carbonisés des 3 malheureux au milieu de cette apocalypse et les ramènent à la morgue de l'hôpital militaire d'Agneau. Le 28 mai 1940, 2 jours plus tard, les 3 héros
reçoivent des funérailles à l'église Saint-Georges avec les honneurs militaires au milieu de tous les généraux de la 5e armée. La mort du commandant Leclerc suscite un véritable choc psychologique dans toute l'armée de terre et de l'air. C'était un homme tellement estimé. Le général Vuillemin, chef d'état-major de l'armée de l'air, citera les 3 héros à l'ordre de l'armée pour ce très haut fait d'armes, aujourd'hui malheureusement oublié. Ironie du sort, le lieutenant Jacques Naudet a été nommé capitaine à 33 ans. Sa mort n'était pas encore connue, il ne put recevoir ses galons. Mais encore plus triste, il n'aura pas pu voir les yeux et le visage de sa petite fille, d'Édith Naudet, qui naîtra quelques semaines plus tard. Le 1er juin 1940, par l'ordre, le général Villemin, commandant des forces aériennes, a cité à l'ordre des armées aériennes, je vous cite la citation, « Équipage d'élite, poussant l'esprit du devoir jusqu'au sacrifice, le 26 mai 1940, au cours de l'exécution d'une mission difficile, a été attaqué par 4 avions de chasse ennemis, a fait face, cet âprement allemand a succombé sous le nombre. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme, signé général Villemin. Par décret du 31 janvier 1941, le lieutenant Jacques Naudet est fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Enfin, pour clore, si vous allez dans le Limousin, à Limoges, à l'endroit de l'ancienne barre où le GAO 512 était avant la guerre, un autre monument lui aura été dédié. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais maintenant donner la parole à chaque membre de la famille Naudet et de la famille Dicitri. Merci de ces paroles. Nous avons été très intéressés par tout ce que nous avez dit. Je remercie aussi Monsieur le maire d'avoir bien voulu présider cette cérémonie. Je ne peux rien rajouter à tout ce que vous avez dit, car tout ce que vous avez dit est tout à fait complet. Je dirais seulement que ma femme est née, elle, 15 jours avant le décès de Jacques, et que son père Jacques a eu quand même la joie de voir sa petite fille qui avait quelques jours à la maternité de Lyon, où sa femme résidait. Je vous remercie encore de toutes vos explications. Jacques était aussi un cavalier, comme vous le disiez, émérite, et il avait beaucoup participé à de très nombreux concours hippiques de toutes sortes. Il avait même été, je crois, une dernière fois premier au concours au steeplechase cross-country de Maison-Lafitte, qui était un concours national. Merci, monsieur. Donc, je suis le frère de Christian Dicitri. Et je remercie tous les organisateurs. D'avoir préparé cette belle histoire, d'avoir raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Merci. On va passer à la phase dévoilement. Nous allons passer à la phase dévoilement. Donc, monsieur le maire, accompagné d'une personne de la famille Dicitri, une personne de la famille Naudet, va donc dévoiler la stèle. Allez. Bravo, bravo. Aux morts. Nous allons maintenant passer à la
à la déposition d'une gerbe avant la sonnerie de mort. Non, horizontal. Aux morts. Repos. Bon, la cérémonie est terminée. Je pense qu'on peut faire des photos de famille. Voir le verre. Merci, M. Kautzmann, d'avoir retracé cet événement tragique qui a quand même touché Guimbret après tant d'années. Et la commune vous invite au verre de l'amitié, vous tous qui êtes présents ce matin. Merci d'être venus à cette réception. Alors, on va faire une photo de famille avant tout le monde. Hein. La famille a noté. Enfin, ouais, il est noté parce que Monsieur Stutzmann. Voilà. On peut le... Vous pouvez rester quand même. Hein. Vous venez à l'intérieur dans...
Et Bec et Lully, mon général, je vous salue. Naudet. Ici, c'est pas loin, mais c'est assez difficile de rouler en convoi. C'est un peu un paradoxe. Gimbret est beaucoup plus proche de Strasbourg, où il y a une nécropole de 5000 soldats, voire plus, que Haguenau. Alors, pour revenir à l'histoire, pourquoi Haguenau? C'était l'hôpital militaire dont dépendait la zone de Gimbret. L'hôpital militaire d'Haguenau se trouve un peu plus sur la route de Marienthal. Je peux vous dire, le général Bijard y a séjourné pour une blessure. La plupart de ces gens-là, ce sont tous des gars qui sont morts dans le secteur fortifié de Haguenau ou dans des batailles aériennes au-dessus d'Haguenau, puisqu'on est derrière la ligne Maginot, d'où le nom secteur fortifié d'Haguenau. Il y a secteur fortifié de la Lothaire, secteur fortifié des Vosges, etc. Donc, c'est pour ça qu'on les a enterrés ici. Alors, vous voyez que Naudet, Jacques, faisait partie du 522e groupe. Là, j'ai cédé la parole à Roland, qui peut nous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut dire, évidemment, à l'époque, la majorité des observateurs, ce n'étaient pas des aviateurs. Ils étaient affectés selon les armes dans les régiments aériens, c'est-à-dire dans les groupes d'observation, hein, comme Naudet, qui était le lieutenant. Lui, il est venu du 522e au 512e, comme aussi bien du 512e sont partis au 522e, parce qu'il fallait toujours remplacer. Nous avons là-devant une tombe d'un équipage. Lui, le Lapartuarque, il était de l'infanterie, du 152e infanterie, mais il faisait observateur, puisque les origines remontent déjà à la guerre de 14. Les pilotes, ils sortaient en majorité de la cavalerie. L'observation revenait à l'artillerie et au génie. C'est pour ça qu'il y a toujours eu la petite guéguerre entre ces armes pour s'approprier, pour ainsi dire, la maîtrise aussi. Et cela est resté, puisqu'au départ, en 14, l'observation, c'était pas encore des avions de combat, c'était l'observation, comme on disait, au profit de l'artillerie. C'est seulement au fil des ans que cela s'est développé, puisque les premiers combats aériens qui ont eu lieu en 14-18, c'était à la carabine et au revolver. Et cela a été ensuite amélioré. Et c'est Roland Garros, si le nom vous dit quelque chose, c'est lui qui a commencé à monter la mitrailleuse qui tirait pas à travers l'hélice, mais sur l'hélice, ils avaient un déflecteur de balles. C'est-à-dire, ils avaient blindé l'hélice pour qu'une balle sur 3 est déflectée. Et l'autre, elle passait. Et Roland Garros a été touché, il a dû se poser dans les lignes ennemies, il a été fait prisonnier par les Allemands. Et c'est les Allemands qui ont mis au point, après, le tir à travers l'hélice. C'est ça. Et cela s'est perpétré. Et c'est en 1934 qu'a été créée l'armée de l'air, les régiments, tout ça. Et comme dit, c'est les régiments d'observation qu'on appelait les GOA, qui sont devenus les GAO, et qui recrutaient toujours du personnel de différentes armes comme observateurs. Ça. Alors, donc ici, vous avez tous les soldats qui sont morts
soit pendant la drôle de guerre, dans les troupes d'intervalle, c'est-à-dire ceux qui étaient stationnés de la ligne principale de résistance de la ligne Maginot jusqu'aux frontières avec l'ennemi, ou ceux qui sont morts de l'autre côté de l'ennemi qu'on a pu ramener. Hein. Donc il y a aussi ceux qui sont morts lors de l'attaque frontale de la ligne Maginot, comme le guetteur Moreau, qui a pris un éclat dans l'œil alors qu'il était dans une cloche fusil mitrailleur du fort de Chenambourg. Donc c'est extrêmement intéressant pour tous les combats de 40. On a complété par des soldats de l'armée de libération 44-45, des légionnaires et des soldats de la première armée française. Voilà. Mais la plupart des soldats qui sont enterrés ici, c'est quand même des soldats qui sont morts entre septembre 39 et on peut le dire au-delà de juin 40. Au-delà de juin 40. Je peux vous assurer, lorsqu'on regarde le pédigré de chacun, il y a souvent le respect. Le respect. Des gars qui n'avaient plus de munitions, qui ont préféré jeter leur poitrail contre les mitrailleuses ennemies. Et moi, fierté, c'est que Naudet et Licitry sont parmi eux. Voilà. Si vous êtes d'accord, on commence le cérémonial. Hein. Bouquet de fleurs.